Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai remarqué que j'ai même pas mis mon nom. Donc moi c'est Xavier Blanc. Je suis prof à l'Université de Bordeaux, chercheur au Labri et un des cofondateurs d'une startup qui s'appelle Promise. Et depuis 2 ans, 3 ans maintenant, j'ai pas mal investi sur le DDD. Donc je me propose de vous présenter ce que j'ai compris du DDD. Donc c'est quelque chose maintenant que j'enseigne à la fac. Donc j'ai 1 an de retour. Les étudiants de M1 cette année qui ont subi mon cours sur le DDD et voilà quoi, donc je crois savoir qu'ils ont bien aimé. En tout cas moi je me suis amusé, donc j'espère que ça a été communicatif et c'est une vision sur les patterns tactiques, donc ce qui change un petit peu par rapport au talk qu'il y a eu. J'ai donné 2-3 formations dans le privé, notamment chez Pôle emploi, et c'est pas mal passé aussi, donc voilà, donc je suis très content de le présenter au JUG. N'hésitez pas à m'interrompre, voilà, je vais essayer de faire du code, mais avec les lunettes ça va être un peu compliqué, on va y arriver quand même quoi. Et puis voilà. On est parti. Alors je vais d'abord démarrer par une petite introduction de c'est quoi le DDD. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui savent ce que c'est, pas du tout, qui pratiquent pas. Je ne vais pas vous demander de suite de lever les mains, j'ai d'autres questions pour ça. J'ai vu qu'il y en a qui étaient là la semaine dernière, ou je sais pas, en début de semaine, je suis un peu perdu dans les jours, il y avait un autre meet-up sur le DDD, donc je pense que certains d'entre vous connaissent. Mais je vais commencer par faire une petite introduction sur ce que c'est le DDD, pourquoi le DDD et pourquoi. Et ensuite, je présenterai les patterns tactiques, 3. Et je vais aller jusqu'à l'architecture, parce que c'est super intéressant dans le DDD. Alors, est-ce que c'est vraiment dans le DDD ou un peu à côté, toutes ces notions d'architecture hexagonale, ou etc. Donc, je vais aller jusque-là. En 1 heure, à peu près. Voilà, c'est le but du jeu. Ok, pourquoi le DDD? Alors, en fait, dès que vous avez un petit peu d'expérience en tant que développeur, vous voyez bien que dans n'importe quelle société, il y a toujours les gens du métier, quand on a les chances de les voir, d'accord, et les développeurs, nous. Voilà. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de développer du code pour les gens du métier. Donc on est un peu vu comme les factoryman, parfois, les hommes usines, là, qui développent le code pour les gens du métier. Et rapidement, ça clash un peu. Pourquoi ça clash? Parce que les gens du métier ne nous comprennent pas, nous développeurs, quand on leur dit faut peut-être prendre un peu de temps pour restructurer le code, etc., etc. Ils veulent des fonctionnalités. Et de l'autre côté, parfois aussi, ça va pas parce que les gens du métier sont pas assez clairs sur ce qu'ils veulent. Et quand on code quelque chose, ça va jamais bien. Voilà. Donc ça clash toujours un petit peu, et dans certaines sociétés ça peut même être très 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 tendu, donc c'est toujours un petit peu compliqué, et le problème c'est que en fait tout le monde en pâtit, que ce soit les développeurs ou les gens du métier, ça bloque un petit peu la société et ça bloque la croissance de la société. Alors, je suis en train de lire un super livre que je vais vous conseiller très bientôt, qui parle de la nouvelle ère qui se pointe, l'ère du logiciel, et qui dit qu'il faut absolument mettre de la valeur. Et la valeur, elle viendra par le logiciel, par le code, par le développeur, et il faut absolument aligner le développeur, le code, avec le métier. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, finalement, quand on voit le DDD, l'objectif, le pourquoi, il est vraiment là. Comment on fait pour mieux aligner le métier avec le code? Alors pour ça, il y a le Blue Book. Moi, c'est vraiment celui que je préfère. Le Red Book est pas mal non plus. Donc si vous avez aucun bouquin sur le DDD, c'est simple, vous tapez DDD sur Google et vous cherchez le bouquin bleu, le bouquin rouge. Voilà, le bouquin bleu, c'est Evans. Le bouquin rouge, je ne sais plus qui l'a écrit. Ouais, je sais plus. Voilà, ça, c'est un petit trou. Et, mais les deux sont bien. Certains préfèrent commencer par le rouge, d'autres par le bleu. Moi, j'ai commencé par le rouge, et quand j'ai lu le bleu, je trouvais que c'était mieux de lire le bleu en premier. Dommage, j'ai commencé par le rouge. Alors, en gros, dans ce bouquin, il y a 2 parties. Ça, c'est assez intéressant. Il y a la partie stratégique et la partie tactique. J'avais oublié mon petit effet. Je la refais. Il y a la partie stratégique. C'est beau, hein? Et la partie tactique. Ouais, hein, c'est classe. Hein. C'est bien mieux que le petit point vert rouge des anciens pointeurs. Alors, quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est de créer du lien entre le business, les gens du métier, qui ont leur propre monde, leur propre vocabulaire, leurs propres contraintes, et nous, les développeurs, qui avons nos propres contraintes, nos propres jargons. Et donc, il faut faire un passerelle d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que il faudrait on le dit souvent, il faudrait que les gens du métier puissent lire le code. Ouais, c'est ça, ouais.
Ok. Il faudrait que nous, on comprenne leurs exigences ou leurs machins. Ouais, c'est ça. Non, il faut quand même... ces deux métiers, c'est pas pour rien. Eh bien, ce bouquin, il est assez intéressant, et plus que ça, même, il est très intéressant, parce qu'il va offrir deux parties. Donc, la partie stratégique. La partie stratégique, c'est il va expliquer, en gros, que il va falloir aligner les préoccupations métiers sur de l'architecture. Et pour aligner les préoccupations métiers sur l'architecture, il va parler de contexte, de map, de relations entre les contextes, d'ubiquitous language, etc. Il va vous donner plein de tuyaux pour pouvoir aligner le métier avec une architecture. Donc là, ça reste abstrait, c'est stratégique. Je reviendrai sur cette notion-là. Une fois qu'on a fait la stratégie, une fois qu'on a bien compris la stratégie, qu'on a aligné, alors on va aller projeter notre architecture et notre stratégie sur du code. Et là, ce qui, moi, m'a vraiment séduit dans ce bouquin, parce que je l'ai lu plutôt comme un technicien, c'est qu'il dit, cette projection, elle ne peut pas se faire n'importe comment. Et en fait, il va nous donner des clés. Alors, ces clés-là, je ne les avais jamais vues. Et pour moi, ça a été une grande découverte. Il va vous donner des clés. Moi, j'ai appelé ça des métatypes. Je ne sais pas si c'est vraiment bon. Il va vous dire, en fait, ces concepts métiers, quand on les regarde d'un point de vue développeur, il y a toujours des gros concepts qui reviennent, notamment le service, notamment l'event, notamment le value object, l'entity object, etc. Et il va identifier ces fameux concepts qui vont vous aider à projeter les concepts métiers vers du code. Quel que soit le concept métier, vous, en tant que développeur, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un event? Est-ce que c'est une entity? Est-ce que c'est un value object? Et en vous posant ces questions, et en suivant les préconisations qu'il va vous donner, vous allez pouvoir le coder. Si je suis tout ce qu'il fait, ensuite quand je lis mon code, en tant que technicien, je lis mon code, j'ai suivi les préconisations du DDD. Ah, je lis mon code, ah, c'est un value object. Je peux remonter facilement ici. C'est un value object, quel est son nom? Ah, je pense qu'il doit aller dans tel contexte. Ah, donc c'est pour tel métier. Et donc, c'est super intéressant avec ces deux parties, c'est qu'on a créé un espèce de pont, une passerelle, entre le métier et le code. Alors moi, ça m'a particulièrement frappé parce que quand j'étais jeune et que j'avais des cheveux, j'ai travaillé sur un langage qui s'appelle UML, qu'on enseigne dans certaines écoles, mais plus la mienne, parce que quand je suis arrivé, j'ai dit on arrête UML. Désolé pour ceux qui aiment bien UML. Et UML disait que, en fait, pour cette partie, on va pouvoir faire des boîtes et des flèches. Et ensuite, on appuiera sur un bouton et on générera le code. Moi, j'ai travaillé pendant des années là-dessus. Et on sait que ça ne marche pas très bien. D'accord? Pourquoi on sait que ça ne marche pas très bien? Parce qu'au bout d'un moment, les boîtes et les flèches, elles sont un peu périmées. Et il y a des gens qui ont modifié le code, et le code est en décalage par rapport à la stratégie. Donc là, moi, ce qui me plaît dans sa vision, c'est qu'il dit non, il faut ancrer, pour moi, je vois ça comme une encre, il faut ancrer l'architecture et la stratégie dans le code. Et il vous explique comment l'ancrer. Et ça, pour moi, c'est vachement important. Allez, revenons sur ces deux patterns. Pour expliquer ces deux stratégiques et tactical patterns, j'ai préféré partir de l'anti-pattern. Si on n'a pas de stratégie, si on ne fait pas de stratégie, on va considérer que pas de stratégie, pas d'architecture, en gros, c'est le monolithe. D'accord? Un système pour tous les métiers. Il y a des sociétés où on marche comme ça, il y a une seule base de données, il y a un monolithe pour tous les métiers de la société. D'accord? Et dans ces sociétés-là, dès que les gens du métier arrivent avec un nouveau besoin, on va dire « Ah non, non, c'est pas possible ». Pourquoi? Ah non, il va falloir changer toute la base de données, machin, etc. C'est pas possible. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Si vous avez un peu d'expérience comme moi, qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Les gens vont créer une deuxième base de données dans leur division à eux, et puis il faudra faire... Vous avez jamais vécu ça? Hein? Ouais. C'est ce qui va se passer. D'accord? Donc ça, c'est l'anti-pattern. L'anti-pattern, c'est celui qui se dit, moi, en fait, ma stratégie, elle est simple, c'est un gros monolithe, tout est dans la base, vocabulaire unique. Alors pour ceux qui ont connu Meurice, c'est avant UML, c'était un peu ça l'idée. Je pense qu'on souffre, moi, d'un héritage meurisien en France, notamment si vous êtes passé par l'IUT, pauvre de vous. Il y a beaucoup trop de cours sur Meurice à l'IUT. Je pense à Gradignan notamment. Et donc, du coup, on souffre de ça, de ce gros truc monolithique, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème, quoi. Donc la solution proposée dans les DDD, c'est de dire, attendez. En fait, avant de faire du monolithe, on va faire des quartiers. Voilà. Notre architecture, notre métier, c'est des quartiers.
Et ces quartiers, on ne va pas de suite les penser sur le système, on va d'abord les penser sur la société. Quels sont les sous-domaines, sous-services qui sont importants pour la société? Et est-ce que ces sous-domaines, sous-services qui sont importants pour la société, quel est le vocabulaire? Quels sont les concepts métiers? Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, ce concept métier? Et ensuite, quelle est la relation entre des concepts métiers? D'accord? Et ça, c'est important parce que dans toutes les sociétés, on a toujours un concept qui a différentes valeurs, complètement différentes valeurs, selon le sous-service dans lequel on se situe. Donc là, dans DDD, la partie stratégique, on vous dit, en fait, il va falloir faire des maps. Donc c'est de l'urbanisation pour ceux qui ont connu ça. Il va falloir faire des maps, il va falloir préciser le vocabulaire. Et il ne faut pas avoir honte, on peut avoir le même mot dans deux quartiers différents, il faut juste expliquer la différence. Ça, c'est dur à faire, c'est important, mais ça introduit une architecture, des relations claires intercontextes, je t'aurais dû mettre un S. Est-ce que ce contexte dépend de celui-là? Et du coup, quand on va très loin au niveau service informatique, on peut se poser la question, ok, ça c'est un projet Git, ça c'est un projet Git, celui-là dépend de celui-là. Si je fais une évolution là-dessus, je vais peut-être cramer celui-là. Est-ce que j'ai le droit de faire une évolution? Est-ce que ça ne va pas faire le truc en l'air? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est tout le côté stratégique de la boîte sur son IT, en fait. Et ça, c'est super important. C'est vraiment très important. Alors de l'autre côté, c'est le tactique. Alors le tactique, moi j'ai prôné ce tactique pendant un moment, c'est pas de tactique non plus. C'est-à-dire, c'est quoi pas de tactique? Bon, tout est objet. Le code, c'est simple, tout est objet. Donc à l'époque, ça s'appelait déjà Java Bean. On avait un petit bonhomme qui jonglait. Ça doit être Java 1.0, je pense, un truc comme ça. Et tout est objet. Et j'ai enseigné ça aussi. Je vois des vieux étudiants dans la salle. Ils peuvent confirmer. J'ai enseigné ça aussi. Tout est objet. Alors j'ajoutais un peu de trucs, mais je me plantais un peu quand même à l'époque. Il faut faire son mea culpa. Qu'est-ce qu'on dit quand tout est objet? On dit finalement un objet, c'est un identifiant des propriétés des getters et des setters. C'est très technique. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est super bien écrit dans le bouquin. Le code va oublier d'où il vient. Il va oublier le besoin métier. D'accord? Et en fait, là, tu veux pouvoir changer la priorité d'une commande? Simple, c'est set state. Et quand, dans un mois, dans 2 mois, on relira set state, on ne saura plus que derrière, c'était ça comme besoin. D'accord? Et donc, on ne pourra plus faire machine arrière. On ne pourra plus retrouver le besoin. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Evans, il nous dit non, tout n'est pas objet. Ça, c'est génial. C'est génial. Il dit, on va coder tout ça en Java, mais on va faire des faux objets. On va faire un service. C'est quoi? C'est une fonction. On va faire un value object. C'est quoi? C'est juste un champ avec des données dedans, et ça ne bougera jamais. D'accord? On va faire des vrais objets aussi. On va faire des aggregates. On va faire des choses un peu compliquées. Donc, il donne tous ces concepts-là, et il vous explique comment les coder en Java, en objet. Et en fait, quand on voit ça, c'est plus facile après de revenir sur le métier. Donc ça, c'est la big picture. Alors, stratégique versus tactical. Donc là, c'est une discussion qui ne m'intéresse pas des masses, en fait, où on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est stratégique ou c'est tactique? Et j'avais envie de mettre cette image, qu'est-ce qui est le plus important? Ces piliers-là ou ces piliers-là là? Pour moi, les deux sont importants. Voilà. Les deux sont importants. Je n'ai pas envie du tout de rentrer dans ce débat. J'ai mis une petite animation et voilà. Oh, jolie petite animation. Les deux sont importants, les deux sont indispensables parce que ça crée un pont avec d'un côté les gens du métier, de l'autre côté les développeurs. Alors selon votre sensibilité, vous allez peut-être trouver plus de richesse d'un côté ou que de l'autre. Ça c'est normal. On a tous ces sensibilités. Mais dans le bouquin, il y a les deux parties. Il y a stratégique et tactique. Et les deux sont importants pour qu'on puisse créer un bridge du métier vers les développeurs, des développeurs vers le métier. Et qu'on arrête un petit peu cette fameuse cassure. Voilà, donc ça c'est pour moi l'essence même du DDD. C'est clair, à peu près? Ceux qui connaissent le DDD sont à peu près d'accord avec ça? Il n'y a pas de personnes qui disent « Oh non, n'importe quoi ». Non, ça va? Ok, et donc j'ai eu envie de zoomer sur les patterns tactiques. Pourquoi commencer par les patterns tactiques? Ça c'est la vraie question. Alors j'ai envie de répondre parce que les autres commencent par les patterns stratégiques. Donc moi je me suis dit je vais faire l'inverse, je vais commencer par les patterns tactiques. Non, la vraie raison c'est que moi je suis développeur et que je comprends toujours quand c'est technique. Je comprends quand il y a du code. Vous me montrez du code, je comprends.
Vous montrez des boîtes et des flèches, je crois que je comprends, mais en fait, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous vouliez dire. Alors que le code, je comprends le code. Donc moi, j'aime bien partir du code, et c'est pour ça que j'ai proposé, quand j'ai monté mon cours, j'ai proposé qu'on parte des patterns tactiques, qu'on parte du code. Et vous allez voir qu'on va y aller très 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 rapidement dans le code. Et en fait, je vais vous pointer très bas dans le code, tout à fait à droite de mon image de tout à l'heure, et je vais essayer de remonter. Alors, j'irai pas jusqu'au pattern stratégique, mais on va commencer à les sentir venir. D'accord? Donc, le but de ce talk, là, c'est vraiment de partir du code, de montrer comment ça marche, et puis ensuite, on va dire, mais si j'avais un métier, qu'est-ce que je pourrais coder comme ça? Et là, vous aurez certainement plus d'idées que moi. D'accord? Donc ça, c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui. Alors les patterns techniques, ce qui est génial, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Service, entity, value, object, aggregate, factory, pository, etc. etc. Et en plus, comme il n'y en a pas beaucoup, moi je vais en présenter que 3 aujourd'hui. Charge à vous, alors c'est un petit peu aussi ma mission, c'est de vous faire, vous donner envie d'aller plus loin. Dans le DDD, c'est quelque chose qui marche très bien actuellement. Et pourquoi ça marche très bien? Parce que ça répond à un besoin, hein, c'est tout. Hein. Et donc j'ai choisi Value Object, Entity, Aggregate. Voilà. Donc j'ai choisi de vous présenter ces 3 patterns qui sont pour moi les patterns tactiques les plus faciles à comprendre. Et même avec cela, on commence à avoir une plus-value sur sa façon de développer quand on comprend ces trois patterns tactiques. Pour vous les expliquer, j'ai créé un exemple. Alors cet exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais il a le mérite d'illustrer avec brio, n'est-ce pas, les 3 patterns que je vais vous présenter. Alors l'exemple, c'est quoi? C'est voilà, j'ai envie de créer une application qui permet de suivre des matchs. Alors on imagine que c'est Roland Garros, voilà, parce que c'est en ce moment. Quand je l'ai créé, il faisait un peu plus froid, c'était pas Roland Garros, cet exemple. Et on imagine que voilà, il y a Roland Garros et on a envie de faire une application qui suit l'évolution d'un championnat, d'un tournoi. Alors dans mon application, j'ai 3 concepts. J'ai le concept de joueurs, d'équipes, de participants. Et ce concept, pour moi, il est très simple, c'est juste le nom du participant. Voilà. C'est quelque chose qui ne changera jamais. Les boxeurs seront tout le temps les boxeurs. On s'en fiche de savoir s'ils ont gagné, s'ils ont perdu, s'il y a monsieur machin dedans à l'intérieur. Les boxeurs seront toujours les boxeurs. Serena Williams sera toujours Serena Williams. Voilà. C'est comme ça, je l'ai décidé. C'est mon cahier des charges. Voilà. Hein. Un match, c'est différent. Un match, il a un cycle de vie. Bon, déjà un match, oui, bon, ça fait face. C'est 2 joueurs qui se font face. Un match, il a un cycle de vie. Starts, plays and ends. Donc en fait, à un moment donné, le match, il va démarrer. Et quand il va démarrer, on va pouvoir dire, bah, elle a marqué un point, tac, 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 machin, etc. Donc on peut changer les scores des joueurs quand le match a démarré. Donc c'est le match qui contient le score. C'est pas le joueur qui contient le score, c'est le match qui contient le score. Et par contre, quand il est terminé, on ne peut plus changer le score. Mais par contre, quand il est terminé, on peut savoir qui a gagné. Donc on ne peut pas savoir qui a gagné tant qu'il n'a pas terminé. On ne peut pas changer les points tant qu'il n'a pas démarré, etc., etc. Vous comprenez Ça va? Il n'est pas trop compliqué mon exemple. Dernier concept, le championnat. Le championnat, lui, il rassemble plein de joueurs. Il a un cycle de vie, on peut s'inscrire à un championnat, puis à un moment donné, les inscriptions sont terminées. Donc quand les inscriptions sont terminées, on va générer tous les matchs. Une fois qu'on a généré tous les matchs peuvent commencer. Ah, petite contrainte. Un joueur ne peut jouer qu'à un seul match en même temps. D'accord? Vous ne pouvez pas jouer à 2 matchs. Vous ne voyez pas Serena Williams jouer 2 matchs en même temps, c'est pas possible. D'accord? Cette petite contrainte qui est super importante dans mon exemple, donc mettez-la dans un coin de votre tête. Un joueur ne peut pas jouer à 2 matchs en même temps. Ok, c'est bon pour mon cahier des charges qui vaut ce que ça vaut. Et maintenant, on va voir chacun de ces concepts des patterns techniques. On va voir ce qu'ils veulent dire, on va voir comment on les code et on va essayer de trouver le concept qui se cache derrière le pattern technique. Le premier pattern tactique, je dis technique, excusez-moi, c'est tactique. Le premier pattern tactique est celui du value object. Qu'est-ce qu'un value object? Un value object, c'est immutable. Donc ça a des propriétés, c'est un objet, hein. Tout est objet, mais c'est un objet bizarre, c'est un objet qui ne changera pas. Donc ces valeurs ne changeront pas. Il ne changera jamais. Ok. D'accord? Donc il n'a pas de cycle de vie. Il n'a pas d'état. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans Value Object. Il n'a pas d'état. Donc il est défini par sa valeur et même le equals. Ça equals par valeur. Vous voulez savoir si 2
objets sont égaux, est-ce qu'ils ont la même valeur? Oui, ils sont égaux. D'accord? Ça, c'est le concept de value object. Il n'y a pas de setter. Ben non, s'il y avait des setters, ils pourraient changer. Il n'y a pas de setter. D'accord? Et du coup, il peut être échangé. On s'en fiche. Il ne change pas. Alors, il y a un exemple qui était bien, que je vais reprendre. Alors, l'exemple le plus classique, c'est le point GPS. Voilà. Le point GPS de cette salle, c'est le point GPS de cette salle. Ça ne changera pas. Vous pouvez vous trouver dans cette salle. Donc, on peut vous demander où est-ce que vous êtes et vous donner votre point GPS. Je suis là. Et si vous bougez, vous donnez un autre point GPS. Mais ce point GPS-là, il ne bougera pas. C'est le point GPS qui est là. Alors, un autre exemple qui m'avait bien plu, c'était, je demande à quelqu'un 10 euros. Donnez-moi 10 euros. Et dans ma poche, j'ai un autre billet de 10 euros. Je prends son 10 euros, je lui donne l'autre. C'est le même. C'est 10 euros. D'accord? Pourquoi? Parce que l'égalité, c'est la valeur. D'accord? Vous voyez un petit peu ce que c'est qu'un value object maintenant? Alors c'est le moment où cette présentation devient interactive. C'est là où, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Le moment où il ne faut pas se rater. Qui de ces trois concepts est un value object? Tic-tac, 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 tic-tac. Qui vote pour les players? Bien joué. Qui vote pour le match? Bien joué, personne. Qui vote pour le championnat? Bien joué, personne. Vous aviez déjà vu ma présentation, c'est ça? Non. Effectivement, c'est le joueur. Et c'est là où je vous propose de passer en mode on code. Ça ne vous dit pas de coder? Alors, vous pouvez le faire même si vous voulez, parce que tout est disponible sur GitHub. Il suffit d'aller chercher mon GitHub, c'est xblanc33. Et le projet s'appelle Championship 33. Alors en fait, là-dedans, il y a la solution. Donc, mais si vous voulez voir, je l'ai codé en Java, je l'ai codé en C#, je me suis un petit peu amusé avec ça pour voir un petit peu comment le coder. Il y a des imperfections, mais ça vaut ce que ça vaut. Alors, est-ce que vous y voyez? Vous y voyez à peu près? J'espère. Hein. Sinon, il faudra m'indiquer où est la touche zoom de mon machin. Alors, à gauche, là, ça... vous y voyez rien ici, hein. D'accord, ok. Est-ce que je vais vous montrer que c'est du live coding. Je crée un nouveau folder, je l'appelle Jug Model. Tac. Je crée une classe et là j'espère qu'on va voir. Sinon, il faut peut-être que je fasse en mode. Peut-être en fond blanc, ça irait mieux. Et peut-être si je zoome vachement, non. Alors le zoom, il est où? Hein? Sinon, ça marche si je fais ça. Contrôle plus. Oh putain, je suis allé un peu lourd là, non, sur le contrôle plus là. J'ai eu la main lourde, non? Non, ça va? Pour vous, ça va? Ok. Alors, comment ça se code un value object? Ok, très simple. Bon, bah déjà, je fais public class, je l'ai appelé player. Ok. Alors, on est dans Java, il va râler, il faut que je lui dise quel est le package. Je pense que le package s'appelle Championship Jug Model. Sympa, visuel, machin. Qu'est-ce que c'est ce point virgule, là, n'importe quoi. Pouf. Voilà. Ok. Donc, j'ai dit qu'en fait, la propriété du joueur, c'était simplement son nom. Bon, bah, c'est simple. Private string, name, hop, voilà. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas de setter. Donc, en fait, il faut donner la valeur à la construction du value object. Public player, hop, string name, tac, tac, tac. This.name égale name. Public string get name. Je suis pas obligé là. Hein. J'ai quasiment rempli le contrat. J'ai codé un value object. Quasiment rempli le contrat. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, mais c'est... Oui. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, là, on est dans le... Ouais, c'est-à-dire que alors du coup, quand on fait du vrai DDD, on dit non, pas de getter, pas de setter, gna 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 gna. Donc, voilà. Ça, c'est vrai, c'est bien. Non, mais c'est bien. Je suis complètement d'accord.
Alors l'autre chose qui est vachement important en fait, c'est cette fameuse égalité. Alors public boolean equal, c'est equals, hein, object obj. Donc là il faut la redéfinir. D'accord. Je vais le faire un peu vite, hein, parce qu'on n'a pas toute la nuit, mais en gros ça va être return. Alors faut caster quand même, hein, sinon ça va gueuler. Player other player égale player objet. Alors, je vais quand même vous montrer que je sais coder un petit peu, ça, sinon je vais me faire vanner pendant des années. Voilà. Ça doit marcher, ça, non? Voilà, quand même, hein, sinon je vais me faire tuer, non? Là, ça doit être bon. Non, là, j'ai foiré le truc, là. Pouf, tac, tac. Qu'est-ce que je fais? J'avais mis name, c'est ça? Name, hein, c'est ça, ouais. Name.compare to other. Je vais y arriver. Player.name égale 0. Ça doit marcher à peu près. Donc vous avez vu que ce qui est important en fait quand on commence à faire du DDD, c'est qu'on se pose des questions existentialistes sur l'equals, sur ce genre de choses. Et vous allez voir que quand on va rentrer sur l'entity, on se pose d'autres questions. Voilà, donc en gros les deux principes, c'est quoi? La valeur fait vraiment l'objet, donc je ne peux pas changer la valeur. Je n'ai pas de setter. Et c'est equals par valeur. Donc deux objets sont égaux s'ils ont la même valeur. La question qu'on se pose quand on commence à faire ça, c'est est-ce que vous avez beaucoup de value object dans votre code, dans le code de vos applications? Est-ce que vous en avez beaucoup qui sont codés comme ça? Ah, ça c'est pas gagné. Hein, c'est pas gagné. Et dans vos applications, est-ce qu'il y a beaucoup de concepts qui ressemblent aux value object? Ouais. Et c'est là où moi j'aime bien commencer par les tactiques patterns. Parfois, quand on écrit une classe normale, on va se rendre compte qu'il y a une sous-partie de la classe, en fait c'est immutable tout ça. Bah, pourquoi pas créer un value object, ce tout petit truc? Ce qui est génial avec le value object, c'est qu'on n'a plus le problème de l'encapsulation. Hein. Si jamais il y a un autre objet derrière qui possède un player, il peut lui filer, tiens, je te donne mon player. Ah bah attention, l'encapsulation, tu n'as pas le droit de me donner ton player, je peux le changer. Non, tu pourras pas. Ah ouais? Ah bah non, je peux pas. D'accord? Donc ce qui est génial avec les value objects, c'est qu'on n'a plus à se soucier de l'encapsulation. C'est immutable. D'accord? Donc pour certains, c'est le concept de l'année. Mais ça fait quelques années, c'est le concept de l'année. Et c'est vraiment intéressant de regarder son code et de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des value objects un peu partout? Est-ce que je ne peux pas améliorer mon code pour construire un peu plus de value objects? D'accord? Alors vous vous rappelez le discours stratégique tactique. Quand on a une stratégie, quand on connaît les concepts métiers, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas un value object, ce dont tu es en train de me parler? Alors moi, je travaillais dans des organisations où je leur ai posé la question, est-ce que ça a un état, votre truc? Alors, je posais ces questions au métier, est-ce que ça a un état? Ils me regardaient, c'est quoi un état? Ah oui, c'est pas très malin. Donc je leur disais, est-ce que ça change? Non, ça ne change pas. D'accord. Donc c'est un value object. Ça, c'était vachement intéressant. Donc ça va changer vachement notre façon de coder, notre façon d'interagir avec les personnes. Bien. Bravo, vous avez passé la première étape de ce talk. Un petit résumé, si vous voulez télécharger les slides ou regarder la vidéo pour augmenter le nombre de vues du jug. Petite synthèse, comment code-t-on un value object? Un constructeur qui est plutôt un check and set, je ne l'ai pas fait là, mais il faut checker. Au tout début du constructeur, on doit vérifier qu'il y a bien un name, qu'il n'est pas nul, que c'est bien fait, etc. Et dès qu'on a vérifié tout ça, on fait le set directement dans le constructeur. Des getters, qu'on n'appelle pas getter, bien joué. Pas de setter, et un override sur equals. Ah, il faut aussi, on est en Java, il faut réécrire hashcode, sinon quand on s'amuse avec les collections, on ne comprend pas pourquoi ça ne trouve pas, etc. Bon, ça c'est de la technicité Java. Deuxième concept,
L'entity. Alors pour ceux qui adorent mes vidéos, vous reconnaissez mes petits schémas. J'ai une chaîne YouTube avec ce genre de schéma. Quand ma femme a vu ça, elle m'a dit « Ah ouais, t'es toujours aussi sérieux ». Donc je représente les objets classiques avec cette forme d'icône. Ça, c'est un objet. Il a un ID, c'est le numéro 1. Il est responsable de réaliser des traitements. Donc là, on peut lui demander empreinte. Et il a son état. Donc un objet classique, c'est ça. Hein, quand on est dans l'objet classique, il y a un cycle de vie. C'est ce qui est vachement important, c'est que c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est un cycle de vie? C'est que quand on lui appelle des méthodes, ça va changer son état et donc la réponse à la méthode est différente selon l'état qui est à l'intérieur. Et donc si vous appelez cette méthode sur l'objet numéro 2, ce sera pas forcément le même comportement que sur l'objet numéro 1. C'est ça qui est vachement important. Donc là, sur les entities, on est vraiment sur l'objet Java classique. Ah, alors ça c'est génial parce qu'ils nous disent l'entity est définie par son ID. Ici, numéro 1. Et juste après, il nous dit, quand vous définissez un entity par son ID, n'utilisez pas les ID Java. Ça, c'est plus compliqué à comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blogs, de machins, etc., où ils s'énervent sur l'ID. En fait, ce qu'il faut comprendre sur l'entity, c'est que c'est un objet classique, il a un état. Donc quand vous posez une question à un objet, ça dépend de son état. Et donc, quand vous posez une question à un objet, vous voulez savoir à qui vous posez l'objet. Vous posez la question. Est-ce que c'est l'objet numéro 1 ou est-ce que c'est l'objet numéro 2? Et donc, vous voulez pouvoir identifier cet objet pour vous rappeler à qui vous avez posé la question la dernière fois. Et cet ID, ce qu'on vous dit dans le DDD, c'est que cet ID, ça doit être un ID métier. Ça ne doit pas être le numéro dans la JVM, qui est un ID technique. Donc ça veut dire que cet ID, il est porté par l'objet. Donc c'est une des propriétés de l'objet. Vous comprenez le truc? C'est assez clair. Et ça va changer parce que... Alors moi j'avoue toutes mes faiblesses aujourd'hui. Quand je faisais du JS, et j'en fais encore du JS, j'utilisais comme ID les ID MongoDB. Erreur. Pas bien du tout. Pas bien du tout. Si c'est un entity, si votre concept métier c'est vraiment un entity, donnez-lui un ID. Alors je travaillais avec Pôle emploi. Chez Pôle emploi, ils ont une notion de... ils font des demandes. Voilà, vous demandez à être dédommagé pour faire des trucs. Voilà, il y a une demande. Quand vous créez une demande, cette demande, elle a un ID. Un ID métier. Eh bien, regardez dans la classe, cet ID, il n'existe pas, je crois. Enfin, peut-être maintenant il existe. Peut-être pas que je dise trop de... Voilà. Mais si jamais j'avais pris l'ID de la base de données, c'est pas bon. C'est pas l'ID métier. Alors que les métiers, eux, ils connaissent l'ID machin. Regardez votre numéro de sécurité sociale. Allez dans une caisse à la sécu, l'ID de la sécurité sociale, tout le monde le connaît. Et c'est votre ID. Regardez le numéro ISBN des bouquins, c'est votre ID. Donc il doit être là. Donc il contient une valeur, et il peut contenir des valeurs donc qui peuvent être des value objects. Il peut être connecté à d'autres entités, il n'y a aucun souci, c'est les objets classiques. Il peut avoir des setters, mais c'est plutôt des business setters, c'est-à-dire que là on va nommer les setters en fonction du métier. Donc l'exemple qui est souvent donné, c'est vous déménagez. Eh ben, la méthode, c'est pas set GPS point, la méthode, c'est move. Et peu importe s'il y a de la redondance de code, en fait, un petit peu. Parce que vous pouvez retrouver le besoin métier en lisant le code de la méthode. L'encapsulation, on fait attention, il est responsable de ces traitements. Alors là, on a les exemples classiques dont la littérature regorge, la calculette avec mémoire, la librairie, la pile, etc., etc. Alors, dans mon exemple. Alors, petit indice, ce n'est pas le player. Ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, à votre avis, il nous en reste deux. Qui est l'entity? Est-ce que c'est le match? Est-ce que c'est le championnat? Qui vote pour le match? OK. Qui vote pour le championnat? Ah, ça, c'est super intéressant. Alors, c'est le match. Et ceux qui ont voté pour le championnat n'ont pas encore les éléments qui leur permettent de faire la distinction. D'accord? Et quand je viendrai sur l'agrégation, on comprendra ce qui fait la différence. Je comprends qu'on ne soit pas sûr que ce soit le match ou le championnat parce qu'ils partagent des mêmes choses. Mais quand je vais vous expliquer un peu plus finement ce que c'est qu'un agrégat, vous allez comprendre pourquoi ça ne peut être que le match
et pas le championnat. Alors oui, c'est le match. Le match, il a un cycle de vie, il démarre, machin, etc. Et le match numéro 5, c'est pas le même match que le numéro 6, etc., etc., etc. Donc il faudra donner des identifiants au match. OK? Est-ce que j'ai le temps? Ouais, j'ai un tout petit peu le temps. Hop, ce que je voulais... Ah oui, elles sont là, mes lunettes. On y va. Donc regardez, ça c'est intéressant. Je vais créer... Alors, je vais créer, si j'y arrive, si c'est là. Je vais créer match.java. Tac. Ça, je peux le fermer maintenant en faisant ça, non? Super. Donc package, tac. Championship jug model, tac. Public class match. Alors on a dit quoi? On a dit un match, c'était 2 joueurs. Je vais pas me prendre la tête aujourd'hui. Joueur 1, excusez-moi. On va se mettre quand même en anglais jusqu'au bout. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Pardon? Un ID. Je prends quoi comme ID? Je me casse pas la tête, ça vous va? Ça vous va? Ensuite. Un white dot, non, un score. Un score. D'accord? Alors, je vais pas me prendre la tête non plus. Int score player 1. Ça va être très moche aujourd'hui. Private int score player 2. Pouf. On va dire que c'est suffisant hein, comme contenu de la classe. Regardez, ce qui est super intéressant, c'est quel est l'état de cet objet? Est-ce que l'état, c'est tout ça? Ou est-ce que l'état, c'est moins? C'est moins. C'est quoi l'état? C'est que ça qui va changer. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est là-dessus où il va falloir faire attention à l'encapsulation, finalement. Pour le reste, il faudrait que ça soit immutable. Donc il faudrait peut-être définir de meilleurs types pour ça et faire en sorte que l'ID soit immutable. Ouais. Et ouais. Et c'est là où on va commencer à voir l'intérêt des value objects. Bien sûr, ça c'est bon, c'est des value objects, donc on s'en fiche, on peut les échanger, nos players. Quel est ton joueur? C'est celui-là. Ah, je vais changer son nom. Ah ben non, je peux pas. Quel est ton ID? C'est ça. Ah, est-ce que je peux le changer? Non, ça va, c'est cool, j'ai pris un int. D'accord? Mais si j'avais pas pris un int, si j'avais pris un objet qui n'était pas immutable, là j'aurais pu avoir des vrais soucis. Pour le reste, ça en principe, il ne faut pas le donner. Hein. D'accord? En principe. On peut proposer des méthodes qui le changent, mais il ne faut pas le donner. Ok, allons-y. Constructeur, public. Où sont mes lunettes? Elles sont là. Match. Donc je vais considérer que par défaut, je donne quoi? Je donne le player 1. Ouais, non. P1, ça va aller. Player P2. Ah! Et regardez, première question. Pif! Dès qu'on fait du DDD, des questions de base, elles vous sautent à la tête. Et l'ID, mince! Je le crée comment? Qui me donne mon ID? Oh, la migraine! Vous allez voir, dès que vous allez commencer à faire du DDD, vous vous posez des questions de migraine. Et c'est ça qui est génial, en fait, quoi. Parce qu'avant, on était sur des habitudes un peu trop simples. C'est l'ID Java. Non, on veut plus, c'est métier, on vous a dit. Mais alors, qui donne ça? C'est lui qui est responsable de la création de l'ID? Ou est-ce qu'on lui donne à la construction? Est-ce qu'il y a un générateur d'ID de match? Est-ce qu'il n'y a pas un championnat? Je dis ça, je dis rien. Qui donnerait les... C'est lui qui va créer les matchs. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite piste, c'est qu'en fait, il vaut mieux, dans cet exemple, il vaut mieux lui filer son ID à la construction. C'est pas lui qui est responsable de son ID, c'est bizarre. Hein. Là, juste, j'espère que je vous sème un tout petit peu le trouble. C'est ma pédagogie, elle est bizarre. C'est la pédagogie par l'erreur, un petit peu, quoi. Voilà. Là, je suis bon. Ensuite, ah non, je ne suis pas super bon non plus. Qu'est-ce que je peux mettre? Score player égale 0 quand même. Hein. Et score player. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre en plus. Il faut en profiter. Des questions? Non? Donc maintenant, j'ai les méthodes métiers.
Donc qu'est-ce que je ferai? Public, void, player one, score. Voilà, j'en sais rien. Int, value. Je suis pas bon aujourd'hui. Là, ce matin, j'étais un peu à Paris. Et donc, je suis pas bon dans l'invention des noms aujourd'hui. Ce nom est très mauvais. Mais l'idée, c'est que maintenant, on va faire un score player one. Ce que je veux juste vous montrer avec ce nom atroce, c'est que en fait, je fais pas set score player 1. J'essaye de donner un nom métier là, qui est mauvais, hein, d'accord. Mais là, il faut essayer de trouver un nom métier pour que quand on le relise plus tard, on comprend que cette méthode, elle a appelé quand le joueur 1 a changé son score. C'est ça que j'essaye de vous montrer. Okay. Et il va falloir maintenant se poser la question du equals, parce que le equals, il va essentiellement dépendre de l'ID. D'accord? Vous avez compris tout ça? Ça change beaucoup au début. On se pose des questions et plus on pratique, plus on se dit ouais, c'est quand même pas mal, quoi. C'est qu'en fait, je ne me posais pas de questions et j'aurais dû me poser ces questions. Hein, je vous invite vraiment. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je pense que vous avez très bien compris, du moins. Oui? Mince, qu'est-ce que je fais? C'est pas une bonne idée de ne pas avoir ces lunettes. Oui? Sur le match. Ah, le match. Bon, on y arrive. Ah non, le match, on y est. Oui, pardon. Oui. Oui, dis-moi. Oui, j'avais oublié le fait qu'il est démarré, il n'est pas démarré, et j'ai oublié cet état. Je viens d'y penser maintenant. Donc, comme dit Lilian ici, c'est que j'ai complètement oublié de dire... Alors, je peux le faire très moche, de manière très moche. Le mieux, ce serait de faire une énumération, un truc comme ça. Is started, c'est ça, non? Hein, c'est ça. Et c'est moche, hein? Is ended. Allez, on continue dans la mocheté. C'est ça dont tu parlais, hein? Ouais. Ça fait partie de l'état aussi, hein? Qu'il faut mettre à false par défaut. Oui. Oui. Ouais. Non, c'est ça, là. Ah, je dis... Ah. Non, mais là, il y a plein de fautes. Parce que, en fait, je fais un autre truc où il est faux, il faut le corriger aussi. Donc, ouais. Non, mais il faut un ID, ouais. Dans le truc du GitHub, j'utilise l'ID Java, ce qui est pas bien. Et du coup, j'ai pas... Après, voilà, tu peux te dire, ok, je le sais, je prends l'ID Java, quoi. Moi, je suis pas non plus un intégriste, ouais. Et ben, tu mets pas l'ID, et c'est l'ID de la VM, en fait, quoi. Quand tu fais new, tu as un ID. Ouais. Que par défaut, tu vois, tu recodes rien, quoi. Merci Mathias. Ouais, tu fais bien. Donc vous avez trouvé que l'entity, c'est bien l'objet du milieu. Allez, très rapidement, comment ça se code? Donc on fait attention au state, on met des setters et on fait attention à l'encapsulation. Dernier point, l'aggregate, celui qui a posé quelques soucis à certains d'entre vous. Il faut que j'aille sur l'architecture, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. L'architecture, c'est vraiment très beau. L'aggregate, c'est particulier, c'est le truc le plus difficile à comprendre quand on fait du DDD, c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter. L'aggregate, c'est un objet composite. Qu'est-ce que c'est qu'un objet composite? C'est un objet, comme l'entity, sauf que, dans son état, il contient des entities. Mais surtout, il va contrôler le cycle de vie des entités qui sont là. C'est-à-dire que personne d'autre n'a le droit de changer les états des objets qui sont là, sauf lui. Donc lui, il a un super pouvoir, c'est qu'il va contrôler le cycle de vie des objets qui sont là. Regardez mon championnat. Mon championnat, c'est le seul qui a le droit de dire ce match peut démarrer. Pourquoi? Parce qu'il peut interdire un match de démarrer si jamais il y a un des deux joueurs du match qui est déjà dans un autre match démarré du même championnat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il a ce rôle, le championnat. Le championnat, il a son propre cycle de vie, mais en plus, il gouverne les cycles de vie des objets qu'il contrôle. Donc c'est un objet composite bien puissant, en fait, l'aggregate. D'accord? Ok, donc finalement, c'était bien sûr le championnat. Donc ça se code beaucoup plus
Difficilement, parce qu'il faut posséder des entities, faut pas donner leur référence à ces entities, il faut qu'elles soient inaccessibles. Il faut contrôler leur cycle de vie. C'est beaucoup plus compliqué de coder un aggregate. Et ce qui est marrant, c'est que dans plein d'applications, il y a des aggregates et ils sont mal codés. Ça, c'est assez marrant. Alors que là, on se dit, ah ouais, je comprends bien. Et pourtant, dans les concepts métiers, c'est rare qu'il y ait besoin d'aggregate. Quand vous demandez au concept métier, c'est rare qu'il y ait besoin d'aggregate. C'est rare qu'il y ait un objet qui contrôle le cycle de vie des trucs à l'intérieur. Ok, alors qu'est-ce que je vous ai présenté? Je vous ai présenté value object, immutable, entity, l'objet classique, aggregate, composite, repository. À votre avis, c'est quoi un repository? Une base de données, on y reviendra. C'est un petit peu une base de données, mais pas une base de données, c'est un sac d'objets. Ouais, c'est un sac d'objets. Et pourquoi c'est pas un aggregate, un repository, qui contient aussi des objets? Parce qu'il ne contrôle rien. Donc ça, c'est juste un sac d'objets. Ça peut être un dictionnaire. Vous voulez avoir des objets en fonction de leur nom, allez-y. Vous contrôlez leur cycle de vie? Non. Juste, je les connais. Voilà. Un annuaire, un truc comme ça. Service, à votre avis, c'est quoi? Une fonction. Une fonction. Event. Quelque chose qui s'est passé. Un événement et un event, ça va être un peu comme un value object. Ça s'est passé, donc ça ne change pas. Donc ça va se coder comme un value object, sauf que c'est un event, parce que ça s'est passé. C'est pas tout à fait pareil. Il y en a d'autres, lisez-les. Lisez-les, regardez vos applications et voyez si vous pouvez utiliser ces concepts-là. C'est super enrichissant. Et de voir comment on les code, ça va vous poser plein de questions. C'est super intéressant. L'autre partie que j'ai fait rien que pour vous. J'aime bien quand je viens au jug. Je viens pas souvent, mais quand je viens, j'aime bien faire des trucs rien que pour vous. Alors ça, pour ça, c'est rien que pour vous. La fameuse architecture hexagonale. Alors celle-là, c'est encore une fois... Alors, autant les patterns tactiques, c'est génial, mais l'architecture hexagonale, c'est génial. C'est pareil. Vous allez voir pourquoi. Boum! On est dans du classique. On est un étudiant en L2, on va dire, licence 2, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, L2. Et on a appris l'architecture en couches, la fameuse three-field architecture. Voilà. Et bien des années plus tard, on a compris que 3 tiers, ça se traduisait en couches et pas en tiers. En fait, ça n'a rien à voir avec les tiers, mais c'est des couches. Bon, alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette architecture en 3 couches? Elle nous dit qu'il y a une couche présentation, il y a une couche métier et il y a une couche persistance, la fameuse base de données. Qu'est-ce que nous dit toujours cette architecture en couches? Que les dépendances vont du haut vers le bas, que la couche présentation dépend de la couche métier et que la couche métier dépend de la couche persistance. Ça va, je froisse personne? Je suis assez classique là-dessus. J'imagine je le code avec ces nouveaux concepts. Mes concepts métiers sont là. Ça match entity, match repository, un sac de match. Bon, il faut faire attention, j'aurais peut-être dû mettre personne. J'aurais dû mettre personne parce qu'un sac de match, j'ai pas tout à fait le droit avec le championnat. Une UI, ok, qui tape dans le match repository pour créer les matchs. Bon, on va tout transformer en personne. Je me suis un peu gouré sur l'exemple. Et puis au bout d'un moment, boum, on sérialise. Vous êtes d'accord avec ce schéma? Pas d'objection? Il est assez classique. Et là, on relit le DDD, et le DDD nous dit le métier, le domaine, les objets métiers, ne doit changer que si le métier change. C'est super stable, votre métier. C'est le truc qui vaut de l'or dans votre application. Le métier ne doit jamais changer. Très peu de commits sur le métier, sauf si le métier change. Mais en théorie, au bout d'un moment, donc c'est le package modèle, là, vous avez peut-être pu voir, ce package-là, il ne va pas changer. Il ne va pas bouger. Sauf si le métier change. Insensible au développement de nouveaux canaux, on passe en Android, on passe en machin, on s'en fiche, ça ne bouge pas. C'est stable. D'accord? Un bon moyen de savoir si on code le core business. Donc ça, c'est ce qui nous est arrivé, nous, chez Promise. Chez Promise, le métier n'arrêtait pas de changer au début. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas trop encore. Maintenant qu'on sait exactement ce qu'on veut, notre métier ne bouge plus trop. Donc si jamais on vous dit de changer le code métier tous les 2 jours, vous pouvez vous dire que c'est pas très bon pour la société, quoi. Ça veut dire que les concepts métiers ne sont pas très stables. C'est abstrait, c'est conceptuel. Ça veut dire quoi, c'est abstrait, c'est conceptuel? Au passage, je claque du Magritte, c'est toujours sympa de mettre du Magritte. C'est conceptuel,
Donc ça veut dire que vous exprimez des concepts, vous codez des concepts. C'est un peu difficile de comprendre ça, mais on est plutôt dans le typage. Et pour ça, Java est super intéressant. On va typer, on va typer. Tout à l'heure, le nom, j'ai dit que c'était une chaîne de caractères string. Si on est DDD à fond, on dit ah non, c'est pas chaîne de caractères. Chaîne de caractères, c'est trop long. Un nom, c'est, je sais pas, un maximum, je sais pas, on dirait quoi, 40 caractères? Et puis c'est pas n'importe quel caractère. C'est alphanumérique. C'est pas U en code. D'accord? Donc en théorie, on est vraiment précis sur le typage là. On est vraiment bourrin sur le typage même. D'accord? Et tous les types qu'on définit, c'est des types métiers. Donc ils sont là-dedans. On est bourrin. On définit, ça bouge pas. Ne pas définir les objets métiers à partir de leur stockage. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Si l'ID il est métier, on met l'ID. On ne prend pas l'ID de la base de données. Ah, quoi? Ne pas dépendre de la base de données. Mince. Je dépends de la base de données. Ok, bon, c'est au cœur du système. Il faut minimiser les dépendances. Il ne faut pas qu'il y ait de dépendance avec la base de données. Et comment je fais? En fait, l'idée là, ça va être de shooter cette dépendance. Ça, c'est le début de l'architecture hexagonale. L'idée, c'est de se dire, on va la shooter, cette dépendance. Il ne faut absolument pas qu'on ait une dépendance du domaine vers la base de données. Donc ça, c'est l'objectif. C'est que ce soit la base de données qui dépend du modèle. D'accord? Et ça s'appelle de l'inversion de dépendance en infra. Et c'est assez classique, en fait. C'est pas si compliqué que ça à faire. L'idée, quand vous inversez une dépendance, j'avais une dépendance entre la classe X et la classe Y, je vais créer une interface et je vais faire en sorte que ma classe ici dépende, hérite, implémente cette interface. D'accord? Et là, je vais mettre ma base de données. Vous voyez l'idée? Je vais vous le coder, vous allez voir. Donnez-moi 3 heures. Non, je vais juste essayer de vous présenter le principe. Alors, je vais le faire sur Player parce que je pense que ça illustre mieux le propos. Je vais faire la classe Player. Je vais mal le faire au début. Player repository, repository.java. Ok? Donc, je vais mal le faire au début. Touc. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une partie super importante du DDD. Donc je fais cette fameuse classe, donc je vais mettre un petit package, sinon il va crier, championship machin, etc. Tac, tac. Public class, player, repository. Ok. Donc là, je vais dire que j'ai une méthode add player, j'ajoute un joueur dans mon sac. Mon repository c'est un sac, vous êtes d'accord avec moi, donc je vais ajouter public, on verra après comment ça se construit. Public void add player, tac, tac, tac. Ok. Et si je le faisais à la sauce avant, qu'est-ce que je ferais? Bah là, je ferais, je sais pas, SQL machin, voilà, etc. Je sais pas faire ça. D'accord? Mais là, je mettrais du SQL et donc je vais créer une requête SQL, écrire. Alors SQL c'est pénible, je vais utiliser un ORM, j'en sais rien, Hibernatus ou je sais plus comment ça s'appelle, alors là c'est pas du tout mon domaine, d'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer? Le problème ici, si je fais ça, c'est qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, je vais avoir ici plein d'imports avec des dépendances vers SQL, vers Hibernate, etc., etc. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais? Ok. Donc ça veut dire que là, je vais être pas d'accord avec l'architecture hexagonale parce que mon métier dépend de SQL, c'est pas bien. Et là, le Blue Book nous dit, bah ok, bah regarde comment il faut faire. Alors, c'est pas très compliqué. En fait, ce que tu vas faire, c'est ça, tu vas considérer que c'est une interface. Et voilà, tu as terminé. Il manque quelque chose quand même, non? Vous êtes d'accord avec moi? Il manque l'infra. Ah, il manque l'infra. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter un nouveau package jug infra. D'accord? On va ici créer, je ne sais pas moi, par exemple, SQL player repository.java.
Ok, donc là, je mets le bon package. Championship, il a trouvé, il est vraiment bien. Hein. Public, classe, SQL, là, il trouve pas par contre. Hein. Hop. Voilà. Et là, je vais pouvoir écrire tout mon SQL machin. Vous voyez la différence? Ok. Alors c'est marrant parce que je suis allé depuis que j'ai fait ça, je suis allé dans plusieurs sociétés et à chaque fois il y a deux réactions. Il y a ah ouais ça marche bien et puis oh il va falloir qu'on recode tout. C'est pareil chez vous. Donc à ça j'ai pas la réponse. Hein. Je sais pas s'il faut tout recoder, d'accord. Mais c'est assez marrant parce que rapidement c'est clivant et on m'a appris il y a peu quand c'est clivant ça veut dire que c'est une bonne idée. D'accord. Donc c'est clivant pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui en disent c'est trop beau, on va tout redévelopper. Et il y a d'autres gens qui disent ouais, c'est beau, mais on va pas tout redévelopper. D'accord. Ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même beau. Déjà, c'est bien. Et l'argument, vous l'avez compris, c'est que finalement, je peux changer de base de données. Je ne vais pas changer mon modèle. Donc ça, c'est vachement bien. Autrement dit, la question que j'ai posée quand j'étais en formation, je supprime ce package-là. Est-ce que l'application compile? Oui, non? Oui. Je supprime ce package-là. Est-ce que l'application compile? Non. Je supprime ce package-là. Est-ce que l'application marche? Non. Il n'y a pas de base de données, il n'y a rien, il n'y a qu'une interface. D'accord? Mais ça compile. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que même ici, moi, j'ai fait une infra que j'ai appelée. Je vais vous le faire, vous allez voir. C'est très bête ce que j'ai fait. Vous allez comprendre l'autre in-memory player repository. Pourquoi je prends des noms aussi longs, quoi? Regardez ce que je suis en train de faire. Private. Set, il est d'accord avec ça. Player. Memory. S'il l'a pris. Hein. Qu'est-ce qu'il aime pas, player? Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une infra en mémoire. Quel est l'intérêt de cette infra en mémoire? TU. Ouais. Je peux faire des TU. Donc en fait, ce qui est énorme, et c'est ce que j'ai expliqué à mes étudiants, c'est qu'on peut commencer à coder sans faire la base de données et on pourra tester. Mes étudiants, je me bats à leur dire arrêtez de faire la base de données, arrêtez de faire le schéma, machin, etc. Codez. Codez votre domaine. Codez votre domaine d'abord. Code your domain first. D'abord le domaine. D'abord le domaine. Testez votre domaine. C'est ça votre valeur. Après, on met la base de données, si vous voulez. Mais codez votre domaine d'abord. Testez votre domaine first. Vous voulez mettre un web service derrière? Mettez un web service derrière. Après. Mais codez d'abord votre domaine. Vous voyez l'importance du truc? C'est complètement énorme en fait, quoi. Donc là, je peux très facilement faire mes tests unitaires avec une pauvre classe. C'est un bouchon de rien, hein, ça. Même pas un bouchon, c'est... Et c'est complètement génial. Donc oui, test automatisé. Ok, donc finalement, mon archi, elle vient comme ça. J'ai mon infra qui dépend de mon domaine, j'ai mon infra qui dépend de mon utilisateur. Elle vient comme ça, mon archi. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une couche. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ils se sont dit, en fait, il y a le domaine, mais on va ajouter, il y a le domaine, il y a l'infra, d'accord, il y a l'UI, ok. Mais on va ajouter une couche, c'est une couche pour faciliter la manipulation des objets
Domaine. Comment les créer? Comment y accéder? Est-ce qu'il y a des optimisations? Alors, il manque un S ici. Tout ça, c'est pas métier. Une session HTTP, c'est pas métier. C'est juste un truc qui permet plus facilement de comprendre qu'on discute toujours avec le même gars. C'est pas business, c'est pas domaine, c'est pas de l'infra. Un cache, c'est un truc qui permet d'aller plus vite. C'est pas de domaine. De l'asynchronisme, quelqu'un qui vous demande quelque chose, ouais, je le ferai plus tard. C'est pas de domaine. C'est juste pour pouvoir monter en charge. Toutes ces optimisations, ça va dans la couche application. C'est pas de l'infra, c'est pas de l'UI, c'est pas domaine. Boum, dans la couche application. Factory, builder, prototype, lazy, commande, CQRS, ça va dans la couche application. Du cache, du best effort des sessions, tout ça, on optimise les performances, ça va dans la couche application. Votre domaine, il est léger, il est business. Du coup, on va avoir quoi? La vraie architecture, elle est là, en fait. La vraie architecture, elle est là. Le domaine, il est en bas. Tout le monde dépend du domaine. Lui, il dépend de personne. Il ne dépend même pas de Java. On essaye de faire en sorte qu'il dépende le moins possible. Ouais, il va quand même dépendre un minimum de Java. On essaye de faire en sorte qu'il dépende le moins possible de Java. L'infra dépend du domaine. Ensuite, la couche application. Gestion technique du domaine. Gestion des objets, du cache, CQRS, de l'asynchronisme. La couche utilisateur. Bon, j'ai mis un truc sur la couche utilisateur. Qu'est-ce que c'est? Du CLI, du graphique, du reste de l'OpenAPI? On s'en fiche, c'est la couche UI. Donc l'architecture moche, ça c'est l'architecture moche, elle est là. Et ça c'est moche. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Un hexagone. Je ne sais pas pourquoi il y a 8 côtés, jamais compris. Mais c'est moins moche. D'accord? Donc l'architecture hexagonale, elle est là. Et ça c'est moche. Donc on est américain, on a un peu plus la classe que moi. Moi je suis un peu moche quand même avec mes flèches et mes machins. Et du coup on dit que c'est une architecture hexagonale. Allez comprendre pourquoi il y a 6 côtés, je sais pas. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On met le domaine ici, autour il y a l'application. Là on va mettre plutôt l'UI, là on va mettre plutôt l'infra, on va dire que ça dépend comme ça, là ça dépend comme ça. D'accord? Mais en soi c'est pas ça qui est important, c'est ça qui est important. Celui-là je le vendrai pas, hein, je sais bien, mais c'est ça qui est important. Ok, j'ai fini, presque à l'heure, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hein. Donc voilà, donc j'espère vous avoir donné quelques éléments pour mieux comprendre ce que c'était que le DDD. J'espère que vous avez compris que le but du jeu, c'est d'établir une passerelle entre les métiers et les développeurs. Et je vous ai montré un des deux montants de la passerelle. L'espoir que j'ai, c'est que quand on comprend bien ce montant, on se dit, je vais prendre mon code, je vais réécrire mon code avec une visibilité un peu plus abstraite, machin, donc je serai un peu plus à l'aise, puis je vais nommer différemment mon value object, c'est un concept métier. Donc là-dedans, je commence à avoir de liens vers les concepts métiers. Le problème quand je fais ça et qu'il me manque, si j'ai pas ça, je ne sais pas dans quel contexte je suis. Donc j'ai pas cette vision stratégique de la boîte, de la séparation de l'IT, des relations, etc. Donc c'est pas suffisant, bien sûr que c'est pas suffisant. D'accord? Mais je pense qu'on peut partir de là, remonter, ou on peut descendre, tout dépend de votre sensibilité. Voilà, c'est terminé. Je vais laisser cette image, elle est bien plus jolie. Je vous remercie en tout cas. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre, hein, bien sûr. C'est bon? Ouais? Merci. Des questions peut-être?